Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la deuxième édition de la semaine Climat et Énergie a été le théâtre d'échanges cruciaux sur la transition juste et durable portée par la société civile. Face à l'urgence climatique, les enjeux de la transition agroécologique et sociale ainsi que de l'accès à l'énergie ont été au cœur des discussions. Vous le constaterez dans un instant dans le reportage de notre équipe qui était donc à cette semaine Climat-Énergie. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur l'importance, les enjeux et défis de cette seconde édition de la semaine Climat-Énergie, nous sommes avec Alassane Diane, consultant en éducation et gestion environnementale. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Plaisir partagé et toujours donc fidèle à Croissance Verte. Monsieur Diagne, on se retrouve ici juste après notre reportage et direction la ville de Mbour à l'ouest du Sénégal avec Eva Sagna et Cherndao. Mbour, à plus de 80 km de Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli la deuxième édition de la semaine Climat-Énergie. Il s'agit d'un événement qui permet de poser les jalons pour faire le point sur les activités que les différents acteurs non étatiques, y compris ceux de la société civile, ont déroulées durant le premier trimestre de l'année. Donc on parle déjà de bilan et le bilan ne peut être un bilan uniquement orienté par ce que les parties, c'est-à-dire les États, vont donner comme contribution au niveau international. Nous pensons qu'il faut considérer la contribution de tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le terrain dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine par exemple de la gestion de l'érosion de côtes, dans les questions concernant la restauration, la préservation de la biodiversité des mangroves, la question concernant la salinisation des terres, c'est-à-dire la gestion durable des terres. Tous ces acteurs compris doivent au moins apporter leur contribution de telle sorte qu'on n'ait pas un fossé en matière d'information. Parce que si on considère ce que l'État donne uniquement et que l'on oublie ce que les autres acteurs font, le rapport sera incomplet. Et nous avons dit que c'est un moment fort de pouvoir nous poser pour échanger sur cela, donner la parole à tout un chacun. Vous avez vu la représentativité, pratiquement tous les acteurs sont impliqués. Et là où on se réjouit davantage, c'est d'avoir au moins, disons, une présence équilibrée de genre. Donc vous avez pu le constater. En perspective de la COP28, ce second rendez-vous s'oriente vers des questions telles que la transition juste et durable portée par les acteurs de la société civile sénégalaise. Et cette année-là, nous l'avons orienté sur la question de la transition juste et durable, portée par les acteurs de la société civile au Sénégal et au niveau régional, parce que nous avons trouvé que nous étions à la croisée des chemins. Les chemins de transition, c'est-à-dire on parle souvent de transition énergétique, on parle également de transition écologique, on parle de transition socio-économique ou socio-écologique. Donc il y a plusieurs transitions et on était au confluent. Quand on est au confluent, donc c'est de choisir déjà un thème qui puisse embrasser tous les autres. Et nous pensions que travailler sur la transition juste, c'est-à-dire qui est inclusive, en alignement aux principes déjà de développement durable qui veulent qu'on ne laisse personne derrière dans ce processus-là, et aussi durable parce que ça s'inscrit aussi dans une question de résilience et de sobriété carbone, comme je l'ai dit tantôt. Ce cadre d'échange permet aux différents acteurs de s'exprimer sur les enjeux du moment, à savoir l'urgence climatique, les enjeux liés à la transition agroécologique et sociale, mais également de faire avancer l'agenda climatique national et international. Pour cette semaine, nous avons décidé de lancer la réflexion pour arriver à une transition juste. C'est-à-dire comment aujourd'hui concilier cette transition écologique, cette transition énergétique, cette transition agroécologique qui n'impactera pas négativement les communautés à la base. On connaît une économie qui est en développement, on n'est pas un pays développé, c'est qu'aujourd'hui, comment on peut arriver à travailler en même temps sur ces différentes transitions pour impacter positivement nos communautés. Et si on revient sur la transition énergétique, le potentiel, il est là.
au niveau du Sénégal pour continuer même si on exploite le pétrole et le gaz, à faire des avancées énormes sur le mix énergétique en termes de renforcement du pourcentage du renouvelable. C'est le rôle des acteurs non étatiques de jouer également ce rôle de veille. On sait que il y a quelques semaines, le JETP a été adopté pour le Sénégal. Pour nous, il est important également, et on aura une journée dans le cadre de cette semaine où les acteurs non étatiques vont réfléchir, mettre en place un observatoire, et le rôle de cet observatoire, ce sera de jouer ce rôle de veille-là. Cependant, dans un contexte où le changement climatique impacte de manière démesurée les couches vulnérables, dont les jeunes et les femmes, la prise en compte de leur leadership est interrogée. Avec ANDA, nous travaillons essentiellement sur le volet politique. On essaie de faire remonter les préoccupations de ces communautés vulnérables-là. On essaie de les faire remonter dans les instances de prise de décision afin que ces préoccupations soient prises en compte dans l'élaboration des politiques et puis également dans la mise en œuvre des négociations climatiques au niveau international. Ça crée de l'incertitude. Aujourd'hui, la question du climat crée une incertitude sur les projections qu'on peut avoir en termes de croissance ou de développement. Donc si cette incertitude-là n'est pas maîtrisée par des mesures d'adaptation ou des mesures d'atténuation inclusives, c'est-à-dire qui sont prises vraiment en intégrant encore une fois la préoccupation, les besoins spécifiques de ces communautés vulnérables, dans ce cas-là, on ne pourra pas vraiment avoir un développement durable comme il se faut. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de maîtriser l'incertitude que crée les changements climatiques par des mesures qui sont prises en toute conformité avec les besoins spécifiques de toutes les couches vulnérables. Cette semaine climat et énergie rappelle que le renforcement de la résilience des communautés face aux impacts des changements climatiques est aujourd'hui crucial. En Afrique, on a l'habitude de dire que nous avons raté toutes les transitions. Nous avons raté la transition industrielle, nous avons raté la transition numérique et là on nous parle de transition énergétique. Et à chaque fois ce sont des processus qui sont, dont les règles de mise en œuvre sont dictées par les pays qu'on appelle les pays du Nord et qui nous sont imposés. Pour la transition énergétique, alors l'ambition qui est d'avoir des sociétés plus sobres en carbone. Donc c'est une ambition noble auquel les peuples d'Afrique adhèrent totalement, mais ça ne se fera pas sans des conséquences sur notre environnement, des conséquences sur le foncier, parce qu'il va y avoir des questions liées aux emprises quand il va falloir par exemple mettre en place des champs éoliens. Donc la question du foncier va se poser. Également, il va falloir un accompagnement des communautés, des collectivités territoriales pour vraiment appréhender les mesures à prendre pour que tout ça soit effectif. Selon Fadel, les pertes et les préjudices dus au réchauffement climatique sont visibles à Bargny, une commune située à 35 km de Dakar et dont il est originaire. Lors de la COP 28 qui doit se passer à Dubaï, on va continuer les discussions parce qu'ils sont d'accord que ce sont eux qui ont causé le changement climatique qui nous a valu ce que nous a valu. Maintenant, il faut qu'on parle d'un même langage, pour qu'on puisse savoir maintenant leur indemnisation, leur accompagnement, comment ça doit se passer, parce qu'il faut qu'on parvienne à prouver que les pertes ou les préjudices qu'on a subis, c'est à cause du réchauffement climatique. Et parfois, c'est un peu ça le problème. Parce que si on n'accompagne pas les communautés par eux-mêmes ne peuvent pas prouver que ce qui les arrive, c'est à cause du changement climatique. À Bargny, c'est que même c'est ce qu'on est en train de voir, parce qu'on va en discuter avec ENDA, on va prendre sur quelle échelle. Parce qu'à Bargny, il y en a qui ont quitté leur maison il y a cela 10 ans.
à cause du changement climatique, leurs maisons ont été englouties par les vagues. Il y en a qui sont restés, mais la maison est divisée en deux, l'un est parti, l'autre reste. Donc ce qui est parti, c'est les pertes, le reste, c'est les dommages. Mais donc on doit faire la cartographie, essayer de voir qui a perdu quoi, quand est-ce qu'on l'a perdu et sur quelle échelle on doit travailler. Mais effectivement, à Bargny, les pertes et les dommages sont visibles. Outre les effets secondaires du réchauffement climatique, il s'agit aussi de l'accès à l'énergie classique. Un nouveau code de l'électricité a d'ailleurs été adopté. C'est le fruit d'une longue réforme. Le Code de l'électricité introduit des changements majeurs dans le cadre juridique et institutionnel du secteur. Le nouveau Code de l'électricité est devenu effectivement le référentiel unique au niveau du secteur de l'électricité. Donc il regroupe en réalité la loi de 98 et ses autres amendements. Il regroupe également la loi de 2010 relative au secteur des énergies renouvelables. Alors, il a sa vocation de regrouper également toutes les dispositions qui permettent aujourd'hui à ce secteur de pouvoir se développer davantage et s'améliorer. L'accès à cette énergie classique demeure une préoccupation pour les ménages et les producteurs, tels que les agriculteurs et les éleveurs. Nous avons vu que le nœud de la guerre, c'est l'énergie. Parce que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs, ils ont tous besoin d'énergie pour booster un peu leurs activités. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore atteint le bout du tunnel. Mais quand même, avec, comme j'ai dit, les efforts que l'État est en train de faire, nous espérons que d'ici peu, on aura accès à une énergie et surtout à moindre coût. Au niveau urbain, effectivement, on est à des taux quand même assez intéressants, assez importants, de pratiquement 90% ou plus de 90%. Et au niveau rural, quand même, c'est des taux d'accès à l'électricité qui avoisinent effectivement les 60%. Précisez qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent 30% du mix énergétique sénégalais. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du plan Sénégal émergent, s'est fixé comme objectif de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable, en quantité, qualité et à un prix abordable à l'horizon 2025. Un défi qui reste à être relevé. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, d'abord, que pensez-vous de telles initiatives initiées par les acteurs non étatiques et autres membres de la société civile pour ensemble réfléchir aux questions liées à l'énergie et au climat? C'est vraiment une très bonne initiative parce qu'on ne peut pas toujours donc parler d'une seule voix. Mais là, déjà, le travail a été très bien fait. C'est de regrouper l'ensemble des acteurs de façon très équilibrée pour discuter de ces enjeux qui sont transversales. Et comme on l'a dit à la fin de ce reportage, les questions énergétiques sont au cœur donc, de ces discussions-là. Les questions aussi des problématiques liées à l'exploitation agricole, c'est tout un écosystème. Et il fallait véritablement que les acteurs puissent discuter entre eux pour pouvoir échanger sur des expériences, sur des connaissances et tout cela. Et maintenant qu'ils vont avoir un cadre d'expression, c'est quelque chose qui est véritablement à saluer. Donc c'est quelque chose qui vient à son heure. Et Enda Energy aussi donc fait un excellent travail en matière de lobbying et aussi donc de management des acteurs qui sont aussi véritablement très très engagés dans ce secteur. Donc tout ça concerne l'écologie, que ça concerne aussi le développement durable. Et les agences aussi de l'État sont impliquées, notamment avec l'ANER, l'Agence nationale des énergies renouvelables. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Donc il faut qu'il y ait un pont de convergence avec les institutionnels et les acteurs du terrain. Quelle est l'importance concrètement de l'implication des acteurs non étatiques pour une transition juste et durable? Vous savez, quand on est une organisation, donc je vais dire communautaire de base, on est en contact avec les populations. On vit les besoins. Parfois, on peut lancer des programmes, on peut dire de transition énergétique, mais on n'a pas eu un peu à intégrer les populations. On n'est pas au plus proche du besoin de ces populations-là. Parce qu'aujourd'hui, si on veut arriver à un certain confort, et si on dit qu'aujourd'hui l'impact du climat, donc avec tous ces changements, que l'Afrique n'est pas responsable, par exemple, de cette situation, mais on est fortement impacté. Mais on a aussi quelque chose qui est là. On a un besoin d'industrialisation, on a un besoin de souveraineté alimentaire
On a un besoin aussi de transformation de nos produits. Maintenant, si on fait le choix de s'orienter vers les technologies, donc avec les énergies renouvelables, donc l'éolienne, le solaire, biomasse, biogaz et d'autres technologies, il faut qu'on puisse savoir comment on peut satisfaire aujourd'hui ces besoins qui sont des besoins socio-économiques. Et comment donc avec cette transition, trouver le juste milieu pour pouvoir arriver à la satisfaction des besoins de ces populations. Monsieur Diagne, suite aux avancées notées à l'issue de la COP27, ces acteurs de la société civile restent engagés pour consolider ces acquis. Selon vous, quelle est l'urgence climatique en perspective de la COP28? Vous savez, ils ont quantifié l'impact. Ils avaient prévu une enveloppe financière qui n'est pas encore effective. Mais au-delà de ces promesses ou bien de ces intentions, je pense qu'il faudrait aussi que les acteurs en tant que tels, pays mais de façon transversale, puissent aussi avoir une sorte de chaîne de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses seul. Le Sénégal ne peut pas faire des choses seul. Un autre pays, une autre dynamique, mais tout doit être véritablement bien organisé pour qu'il y ait véritablement des points de jonction. Et si on arrive véritablement à travers, donc, comme par exemple, il faut qu'il y ait une sorte de diplomatie, je vais dire, climatique par rapport à l'impact. Maintenant, il faut que chaque pays puisse aussi savoir un peu quelles sont les modifications au texte, au cadre réglementaire, donc législatif, donc l'environnement des affaires. Tout cela, c'est un tout. Donc, on ne peut pas faire des choses comme ça sans avoir au préalable véritablement poser la question qu'est-ce que nous avons à y gagner et comment nous pouvons arriver à cet objectif-là. Ce n'est pas seulement des intentions ou bien on doit attendre qu'on nous donne des fonds. Mais déjà, qu'est-ce qui est possible de faire? Ces fonds-là, quand est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, comment on peut véritablement, avec les ressources en interne que nous avons, l'ingénierie aussi qui est là disponible, comment on peut faire quelque chose déjà avant d'avoir des ressources additionnelles. À présent, quels sont les enjeux liés à la transition agroécologique et sociale au Sénégal? Bon, au Sénégal, déjà, on a un objectif de souveraineté alimentaire qu'il faut remplir. Maintenant, on a aussi à intégrer tout ce qui est facteur climat, à bien le maîtriser. On a vécu ces années passées qu'il y a un décalement sur les périodes de pluie. On a vu aussi qu'il y a parfois des moments de sécheresse assez longs, l'attente des pluies, la qualité des terres, donc la salinité. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui bloquent un peu. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a des intentions de venir avec de nouvelles spéculations, je vais dire donc par rapport à des céréales. On est dans un contexte mondial aujourd'hui. On veut une souveraineté. On consomme beaucoup de pain. Ça veut dire qu'on a besoin de blé. Donc ça veut dire aujourd'hui comment aussi on peut cultiver le blé ici par exemple au Sénégal pour satisfaire le besoin, pour diminuer un peu. Le riz aussi, une autosuffisance en riz. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une gestion transversale du ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Environnement et aussi donc le ministère des Finances. Il faut qu'il y ait un programme qui puisse regrouper donc ces entités-là dans une dynamique et une vision claire et bien définie. Et on ne peut pas aussi faire ce genre de travail, ce genre de projection sans aussi penser à l'ingénierie et aussi au transfert de compétences. Donc ça veut dire qu'il y a un savoir-faire qui est occidental. Ils ont la logistique qu'il faut, certains moyens, certaines ingénieries. Certains sont allés peut-être se former à l'extérieur, mais aujourd'hui, il faut qu'on ait véritablement un plateau technique approprié pour pouvoir être aussi dans des projections, anticiper sur des situations à venir. Lors de cette seconde édition de la Semaine Climat-Énergie, l'énergie justement était au cœur des débats. Comment aujourd'hui relever le défi de l'accès à l'énergie, et particulièrement pour les populations vulnérables? Vous savez, il y a deux choses qui sont dans ce secteur à comprendre. Il y a l'énergie, il y a l'électricité. L'électricité, c'est un sous-produit. Mais l'énergie en tant que telle, il y a toutes les sources d'énergie donc renouvelables, à partir du soleil, à partir du vent, l'éolienne, la biomasse, le biogaz, tout ça. Maintenant, produire de l'électricité aussi à travers ces sources d'énergie. Maintenant, il faut qu'on aille vers un besoin de confort, la satisfaction du confort des populations. Aujourd'hui, avoir de l'électricité, ou bien avoir de l'énergie, ce n'est pas seulement allumer une lampe, c'est-à-dire c'est tout un confort. Il faut avoir de quoi transformer les produits, il faut avoir de quoi les stocker, conditionnement,
Il faut avoir l'ouverture au monde, c'est-à-dire tout ce qui est connectivité. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'Internet, c'est-à-dire que c'est tout un environnement que l'on doit considérer. Ce n'est pas seulement éclairer un village et tout cela. Donc ça veut dire que l'énergie est aujourd'hui au cœur de toute activité économique et sociale. Donc il faut proposer un package, faire des combinaisons. Et même dans ce mix énergétique comme c'est prôné donc, au Sénégal, il y a aussi un mix énergétique qu'il faut prôner entre différentes sources d'énergie renouvelable et être aussi, avoir la bonne information sur des technologies qui sont là. Donc qui sont même maîtrisées par des Sénégalais qui ont suffisamment d'experts, donc des ingénieurs qui ont aussi développé des solutions énergétiques, donc avec des innovations technologiques majeures. Mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas financés. Et là, c'est quelque chose qu'il faut aussi donc vraiment faire un appel. Donc il faut véritablement qu'il y ait une intégration aussi d'innovations technologiques aujourd'hui qui sont bien éprouvées. Aujourd'hui, tout ce qui est technologie liée à la production d'énergie, on a des solutions qui sont aujourd'hui très avérées. Donc tout ce qui est solaire thermodynamique à concentration, il y a des Sénégalais qui maîtrisent déjà donc, ces technologies-là. Aujourd'hui, quand on parle aussi de la force cinétique aussi, tout cela aussi est aujourd'hui maîtrisé. Il y a des Sénégalais, des chercheurs, des innovateurs qui ont des solutions de production d'énergie et il faut les accompagner. Et ça, il faut l'intégrer dans les programmes, donc aujourd'hui, dans cette volonté de transition énergétique au Sénégal. Monsieur Diane, comment la mise en œuvre du nouveau code de l'électricité reflète-t-elle un processus de changement profond dans le secteur énergétique sénégalais? Bon, le Sénégal a quand même eu donc, véritablement une bonne politique au plan de la promotion des énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec le nouveau code, beaucoup de choses ont été prises en considération. Donc là, il y a certains, par exemple, qui sont dans l'autoproduction, certains aussi donc dans l'autonomisation. Il y a beaucoup de décrets et donc qui devaient être, par exemple, je vais dire donc effectifs. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a donc cette possibilité-là. Maintenant, il faut que les gens aussi s'approprient ce code de l'électricité. Donc, comment donc l'utiliser, comment en faire aussi un bon usage. Et si on arrive à un objectif, comme il est annoncé à 40% aujourd'hui, donc, avec l'intégration des énergies renouvelables, on peut même aller plus que cela. Nous sommes avec la conviction que notre pétrole, notre gaz, c'est une question d'épargne et de sécurité énergétique. Mais nous avons suffisamment de sources d'énergie renouvelable pour pouvoir faire une bonne transition, donc je veux dire de 100% énergie renouvelable avec les différentes combinaisons et en intégrant aussi des innovations technologiques majeures. Et aussi investir dans le transfert de technologie. Il faut que l'ingénierie, il y a des solutions très très soft pour avoir accès à l'électricité, donc pour l'éclairage, aussi bien domestique. Il y a aussi donc de l'ingénierie pour produire de l'énergie de façon industrielle, avec des innovations technologiques aussi donc très éprouvées. Et tout cela, il faut qu'il y ait une sorte de disponibilité de ces informations-là. Et il faut aussi un accaparement, il faut s'accaparer véritablement de ces ingénieries-là. Si on arrive véritablement avec ce qui est là connu, les innovations, qu'on se les approprie, qu'on puisse aussi s'adapter dans le secteur, on pourra arriver véritablement à un objectif, je vais dire, ambitieux, au moins de 110%. Alors, mais quels sont les défis persistants au Sénégal liés à l'accès à l'énergie classique pour certaines communautés? Vous savez, parfois, c'est aussi lié à quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Est-ce que c'est seulement apporter de la lumière? Est-ce qu'on veut accompagner un développement socio-économique et aussi avec un impact environnemental aussi donc conséquent? Donc, il y a tout un travail. On ne peut pas comme ça faire du coupé-coller. Il faut, dans une localité ou bien dans une région, voilà les objectifs, voilà la situation donc, de gap énergétique, voilà la situation sociale, voilà les types de production agricole qui sont dans cette région. Voilà donc les problèmes. On a besoin de chambres froides, on a besoin de transformation, on a besoin de ceci, même jusqu'au transport. Donc il faut intégrer la notion d'adaptabilité et aller au plus proche des besoins des populations. Si on arrive véritablement à ce que les projets et programmes adhèrent totalement avec les besoins des populations, ça veut dire qu'on pourra arriver à ce que quelqu'un qui est dans une région puisse avoir de l'électricité, puisse conserver, puisse transformer, avoir une ouverture sur le monde avec tout ce qui est donc digitalisation.
Et ça, c'est important. Et aussi, donc, il y a tout ce qui est monétique, c'est-à-dire les systèmes de transfert d'argent. Ça aussi, c'est à intégrer. Donc, on a besoin qu'il y ait véritablement un environnement autour donc, de ces questions. Ce n'est pas seulement, comme ils ont dit transition juste et durable. Pour qu'il y ait donc la justice, il faut qu'on ait le même niveau de confort et de bien-être en Occident, après qu'ils aient fait beaucoup de pollution. Mais nous, aujourd'hui, on va tomber dans un piège de ne pas intégrer notre volonté de développement et notre volonté aussi de volonté d'industrialisation pour l'Afrique. Il ne faut pas que l'on tombe dans un piège. Ils ont bien fait de le souligner. Donc l'espace occupé pour une centrale solaire ou bien un parc éolien, c'est assez conséquent. Et nous avons des besoins alimentaires. Donc ça aussi, s'il y a des solutions technologiques qui peuvent nous épargner donc, cette tension foncière, il faut savoir les intégrer. Donc tout cela, c'est un travail qu'il faut. On ne peut pas comme ça, du tic au tac, véritablement dire voilà, l'Afrique va produire de l'électricité verte parce qu'on ne va pas raffiner notre pétrole, on ne va pas l'utiliser. Non. Eux, ils se sont développés grâce au pétrole et au gaz. Nous aussi, on a le droit de nous développer aussi grâce au pétrole et au gaz en intégrant donc aussi les énergies renouvelables. Merci M. Alassane Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci et salutations à tous les téléspectateurs de Média TV. Et merci donc à vous d'avoir suivi cette émission et excellente suite des programmes sur Média.